restés enfermés dans nos intérieurs, mais nos élèves aussi sont restés dans leur intérieur. On nous a demandé, à l'occasion de cette reprise, d'être extrêmement vigilants à l'état psychologique et physique de nos élèves. Cette question est tout à fait pertinente puisque vous n'êtes pas sans savoir que certains ont dû vivre des choses dramatiques dans leur famille et aussi ont dû vivre un enfermement excessif qui a fait que sans doute certains d'entre eux y ont laissé quelques séquelles. Voilà. Mais on parle beaucoup des élèves et on parle très peu des enseignants dans ce contexte. Et moi, je voudrais aussi dire que on pense vraiment fort à vous aussi parce que vous avez vécu dans les mêmes circonstances ce confinement. Certains d'entre vous ont peut-être vécu des drames et il n'est pas toujours évident de reprendre le chemin de l'école et le chemin des cours lorsque soi-même on a vécu des choses douloureuses. Voilà, donc je voulais vous dire simplement que on a tout à fait conscience de ce contexte très particulier qui est, on l'a dit et redit, extrêmement inédit. Nous vivons aujourd'hui une expérience que nous n'avions jamais connue auparavant et dans le cadre de cette reprise, on est amené à vivre une PS tout à fait particulière, quelque chose qui nous astreint à une adaptation de nos contenus d'enseignement. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de tenter de réfléchir avec un groupe d'enseignants à la façon dont on pourrait justement aménager nos enseignements au regard des contraintes sanitaires que vous avez sans doute dû lire dans le protocole sanitaire paru le 11 mai dernier, un protocole sanitaire qui est extrêmement contraignant, et notamment en EPS, puisqu'il nous oblige à prendre en compte un certain nombre de données qui, encore une fois, sont tout à fait inédites. Vous les voyez à l'écran, hein. C'est simplement une sorte de déroulé de prescription concernant notamment la distanciation physique, puisqu'il nous est dit que dans le cas où il n'est pas possible de respecter cette distanciation, on nous impose des activités de basse intensité, sinon c'est 5 mètres pour la marche rapide, 10 mètres pour la course. Voilà, ça c'est la première préconisation. On a aussi lu dans ce protocole qu'il était difficile d'accéder au vestiaire et donc de demander aux élèves de venir le matin en tenue. Les jeux de ballon, les sports de contact et les sports collectifs sont pour l'instant proscrits. On a aussi proscrit l'utilisation d'un matériel sportif pouvant être manipulé par tous. Utiliser uniquement des matériels individuels et personnels. On parle beaucoup d'activités extérieures lorsque la météo le permet. Alors on sait aussi que en zone orange, nous ne disposons pas au jour d'aujourd'hui d'installations intérieures, en tout cas municipales, puisqu'il y a aussi la possibilité d'accéder dans certains cas à des installations intérieures intramuros. Et puis enfin, on privilégie les parcours sportifs individuels. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu vous donner un petit peu le contexte dans lequel se fait cette reprise et donc toute la complexité pour tout le monde de reprendre une EPS qui est entre guillemets adaptée, puisque vous savez qu'à la fois nous sommes obligés de continuer en distanciel, de reprendre les élèves en présentiel et donc quelque part d'envisager une forme d'EPS hybride qui permettrait de s'adresser à tous les élèves. Pendant la période de confinement, on a sur le site de l'Académie de Créteil proposé un certain nombre de fiches et de ressources qui ont permis justement de faire la démonstration qu'on pouvait faire vivre une EPS, mais par contre une EPS qui n'était pas, selon la définition que nous en avons, une EPS riche et complète, et qu'au contraire aujourd'hui, eh bien, avec la reprise, on essaye de reprendre un petit peu, entre guillemets, le cours normal des activités, sachant que de toute façon, c'est totalement impossible. Alors, notre ministre annonce que dans les jours prochains, on va alléger ces contraintes sanitaires. Nous attendons toujours. Et en tout état de cause, en attendant ces nouvelles consignes, on vous propose ces fiches, voilà, qui vont être
des formes de propositions, surtout les auteurs vous le rappelleront. Il est hors de question de considérer que ce sont des choses arrêtées, mais au contraire des propositions que vous devrez adapter à votre contexte. Alors, le dispositif d'accompagnement, quelqu'un est en train de jouer avec mon diaporama. Voilà. Vous aurez la possibilité, bien sûr, de les interroger, mais ça, vous le savez, puisqu'il y aura un temps d'échange. Et ensuite, on a créé une application smartphone que vous pourrez retrouver sur le site de l'Académie de Créteil, le site EPS. On a à cet usage créé un espace dédié à la reprise, justement, avec trois gros chapitres, reprise post-confinement, avec l'ensemble des ressources et donc des fiches et des vidéos qui ont été tournées également dans le contexte de cette reprise, l'annonce des webinaires et enfin toutes les informations liées à la reprise. Vous y retrouverez ici le protocole sanitaire et un certain nombre d'informations, donc notamment infographiques. Voilà, donc ça c'est pour vous dire un petit peu tout le travail qui a été fait pour aider la profession. Oui, voilà, je voulais vous montrer simplement la petite application qui a été faite, que vous pouvez retrouver sous forme de glide. À l'intérieur de cette application, vous pouvez donc télécharger sur votre smartphone. Il vous sera possible de le consulter en mode nomade, pour enrichir vos propositions. Donc on a essayé vraiment de faire en sorte que chaque auteur a essayé vraiment de faire en sorte qu'il vous donne des outils et des informations pour envisager cette reprise de 3 semaines, on va dire, dans les meilleures conditions. Ça n'est pas évident, mais en tout cas, voilà, vous allez, j'espère, apprécier la qualité des productions. Je remercie tout le groupe qui a travaillé là-dessus au nom de l'inspection pédagogique. Il y a eu 25 contributeurs. Parmi ces contributeurs, il y a eu des collègues qui ont rédigé les fiches avec des co-auteurs. Il y a eu un comité de relecture parce que on était très attentif à la façon dont avaient été rédigées les fiches et surtout l'idée que nous avions, c'était de créer vraiment des outils qui soient vraiment fonctionnels et dans notre contexte actuel et pas des choses qui se resteraient dans un cadre très théorique. Donc on a vraiment essayé de faire du concret et je pense que vous avez, je l'espère en tout cas, apprécié ces présentations. Voilà. Alors nous aurons donc, chaque auteur va avoir 5 minutes pour présenter sa proposition. Ensuite, au bout des 4 présentations, on ouvrira un espace de dialogue, un espace de partage. Encore une fois, c'est notre premier webinaire, donc c'est notre première expérience en la matière, et on espère vraiment que ce moment d'échange qui aura lieu donc, dans une petite demi-heure sera l'occasion d'avoir un échange très professionnel. Je voudrais simplement mettre en garde dans le fait que cet espace de dialogue et d'échange ne pourra pas être l'occasion d'avoir des revendications qui peuvent être ou non d'ailleurs légitimes, mais en tout cas ça ne sera pas un espace de dialogue politique, simplement un espace de dialogue pédagogique et didactique. Voilà, je le souhaite parce que c'est vraiment important de respecter cette condition. Voilà, je vous en remercie. Je vais donner la parole maintenant à Perrine Grand-Clément qui va avoir la lourde tâche de présenter l'ensemble des intervenants. Je reviens à la diapo numéro 1. Vous voyez que nous aurons 4 intervenants, Juliette Martial, Michael Fleury, Charlie Mansancal et Aurélie Fenrich, et donc Perrine qui servira donc de transition à l'ensemble des présentations. Perrine, c'est à toi, c'est quand tu veux. Bonjour tout le monde, merci pour cette présentation. J'ai l'honneur de faire la transition et d'organiser ensuite le tour de parole, en tout cas des collègues qui présentent leurs fiches aujourd'hui. 2 autres webinaires seront à suivre mercredi prochain et le mercredi 10 juin et la semaine qui va suivre. Aujourd'hui, on a 4 collègues qui nous présentent leurs fiches et sachez que les collègues qui êtes connectés, vous avez un espace chat normalement en bas à droite qui apparaît sur votre écran, une bulle.
sur laquelle tout au long des présentations des collègues, vous aurez l'occasion de noter vos questions dès qu'elles vous viennent. Je me chargerai, moi, d'en faire une synthèse, on va dire, des questions les plus représentatives, qu'elles soient d'ordre général ou d'ordre très spécifique et particulier aux collègues. Chaque collègue va enchaîner sa présentation et on gardera donc une demi-heure à la fin pour les échanges. Donc n'hésitez pas à noter les questions dès qu'elles viennent au fur et à mesure. Je me charge de les récupérer et de les partager ensuite. Donc on va démarrer tout de suite avec Juliette Martial, qui est professeure au lycée international de Noisy-le-Grand, qui nous présente une fiche qu'elle a réalisée sur l'activité STEP, alors en collaboration déjà avec Johan Thomas-Zauer. Comme vous le disiez Patrick tout à l'heure, on est les 25 voilà, à s'être échangés chacun les fiches pour avoir aussi un regard, donc ça reste quelque chose de collaboratif, mais c'est d'abord le travail de Juliette et Johan. Donc Juliette, si tu es prête. Oui, bonjour tout le monde. Merci Perrine. Bonjour tout le monde. Alors je vais vous partager mon diapo. Donc je vais vous proposer une illustration donc, dans l'activité STEP qui émane bien donc des questionnements que nous avons eus en équipe pour tenter d'adapter notre activité en EPS. J'espère que ça fonctionne bien. Il n'y a pas de... Ouais. Donc voilà, l'idée c'était d'adapter notre enseignement dans ce contexte très particulier de post-confinement, de reprise, et avec les deux objectifs principaux dont Patrick a parlé, à savoir une remise en forme physique de nos élèves, mais également envisager une activité qui permette un bien-être psychosocial pour nos élèves. Donc dans ce contexte-là, très contraignant, alors je rappelle aussi tout de suite que ces propositions ne sont en rien modélisantes et ne résument pas l'activité de l'enseignement du STEP. J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion. Je ne vois plus Perrine. Tout est bon Juliette, on voit ton diaporama et on t'entend. Ok, comme je ne te voyais pas bouger, j'avais un doute. Alors dans ce contexte très contraignant, comme je disais, donc, nous avons envisagé pour nos élèves donc, de retravailler notre intervention pour favoriser à la fois une activité qui permette aux élèves de s'engager dans une dimension énergétique à travers les programmes d'entraînement qu'on pourra leur demander dans l'activité STEP qu'on va envisager dans le cadre du CA5. Et pour cela, donc pour nos élèves lycéens, comme vous pouvez voir dans le contexte qui s'affiche là, nous avons visé une activité qui soit à la fois fonctionnelle et physiologique à travers la réalisation des blocs et de ces séances d'entraînement. Mais également, il était vraiment important pour nous de rester sur cette dimension psychosociale pour nos élèves qu'on retrouve dans ce contexte très particulier, tout en maintenant donc, cette activité de coopération pour certains et d'une manière plus globale, recréer un lien à travers une intervention qui sera hybride, où nous pourrons faire en sorte que les élèves, qu'ils soient en présentiel et en distanciel, puissent à un moment travailler tous ensemble. Cette activité et cette organisation pourront être faites soit en intérieur dans une salle, soit à plus court terme, puisque là c'est compliqué, en extérieur, c'est tout à fait possible, même si ce n'est pas présenté sur la fiche. Donc ces préconisations sanitaires qui nous contraignent énormément d'un point de vue général se traduisent dans l'organisation humaine et matérielle que l'on va mettre en place, avec pour nous, dans l'activité STEP, le fait que l'enseignant aura 15 élèves maximum pour sa leçon. Les STEP, nous les désinfecterons au préalable et nous les installerons avant l'arrivée des élèves dans des espaces, si possible, de 5 par 5 mètres pour qu'ils aient suffisamment de place. Et nous les installerons pour limiter au maximum la manipulation du matériel. Dans chaque espace, nous déposerons également un chronomètre qui sera désinfecté et qui sera uniquement à l'usage de chaque élève. À aucun moment, ils ne devront donc échanger leur matériel. De la même manière, nous faisons un choix très fort, à savoir que les cardiofréquencemètres et les lestes que les élèves avaient l'habitude d'utiliser comme paramètres pour réguler leurs entraînements ne seront pas utilisés dans ce contexte-là pour limiter au maximum la manipulation de matériel. En revanche, on leur demandera de venir avec leur propre stylo et avant le début du cours, on leur aura envoyé en amont plusieurs liens. Donc, dans un premier temps, les liens des applications STEP EPS et STEP Chorégraphie qu'ils auront à installer sur leurs propres ordinateurs comme ressources numériques qui seront à la base pour nous pour cet enseignement à distance et hybride.
Ils recevront également la séance d'entraînement du jour avec un tableau de calcul pour personnaliser leur séance et puis un lien de connexion pour la visioconférence qui sera vraiment de l'originalité en fait de notre proposition bien au-delà de la démarche du CA5 qu'on peut avoir en STEP. Donc vous retrouverez ici dans la fiche évidemment les liens pour retrouver ces applications. Et donc l'organisation sera la suivante. Avant que les élèves arrivent dans son espace, lorsque l'enseignant organisera les steps, il mettra également en place son ordinateur de telle manière que lorsqu'il interviendra en présentiel avec ses élèves, il se filme et de telle sorte que les élèves qui seront chez eux en distanciel puissent suivre en ligne en même temps la séance de PS. C'est dans cette mesure-là qu'à travers cette intervention hybride, en fait, nous recréons du lien entre les élèves qui sont chez eux et les élèves qui sont avec nous en cours de PS physiquement. Donc la leçon se déroulera de la manière suivante. L'enseignant dirige un échauffement collectif avec les élèves, qu'ils soient en distanciel ou en présentiel. Une fois l'échauffement terminé, chacun va devoir réaliser la séance du jour qui va durer 20 minutes. Donc nous aurons veillé évidemment à l'intensité de l'effort. Chacun personnalisera son entraînement à travers les différents outils qu'il connaît, puisque ça s'adresse à des élèves qui ont déjà vécu une séance d'enquête du CA5. Et puis, chacun réalise cette séance. La particularité, c'est que les élèves qui seront en présentiel pourront travailler avec leur coach en veillant bien à ce que chacun reste dans sa zone propre, mais ça n'empêche en rien qu'ils puissent avoir des interactions. Et c'est bien ça l'idée de cette intervention hybride, c'est de recréer ce lien au service du bien-être de nos élèves. Voilà, c'est très rapide, mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Juliette. Ben, écoute, au contraire, hein, on a prévu 5 minutes par présentation. Hein. Le but vraiment, c'est d'avoir une présentation générale du dispositif pour tout ce qui sera plus particulier. N'hésitez pas à poser vos questions. Et on va donc enchaîner avec une présentation d'un dispositif en disc golf à partir de l'activité Ultimate. Et c'est Mickaël Fleury du collège Joliot-Curie de Fontenay-sous-Bois qui nous fait cette présentation. Oui, si tout le monde m'entend, bah, écoute, je te remercie Perrine pour ce lancement. Je salue tous les collègues. On va effectivement répondre à travers cette proposition-là à un problème professionnel du moment. Les sports collectifs qui sont parfois une absence d'approfondissement du champ 4 dans nos programmations, alors qu'ils sont proscrits jusqu'à nouvel ordre par les recommandations sanitaires. Alors la proposition de disc golf prend le pari d'assurer une continuité des apprentissages en Ultimate, qui est l'APSA programmée sur une 50aine d'heures dans le parcours de formation dans mon collège. Alors à cela, il y a deux conditions. La première, c'est d'accepter d'utiliser des formes de pratiques scolaires culturellement décontextualisées, qui ne sont pas à proprement parler du champ 4. Le disc golf ne l'est pas. On pourrait même la classer dans le champ d'apprentissage numéro 2. La deuxième condition, c'est de créer les conditions ensuite d'un réinvestissement des acquisitions en disc golf quand on reprendra l'activité Ultimate. Donc pour ça, et je n'ai pas fait dérouler le petit diaporama, voilà. Et pour ça, donc la première étape va être de cibler des rôles à jouer et des contenus inhérents aux rôles à jouer qui sont programmés dans le parcours de formation des élèves, qui appartiennent au projet pédagogique. Donc ces acquisitions visées en disc golf pourront ensuite être réinvesties en Ultimate dès lors que la pratique des sports collectifs sera à nouveau possible. Voilà. En cela, on veut cette proposition contributive des attendus de fin de cycle du champ 4, de manière différée, certes, mais voilà, elles y contribuent, elles permettent une continuité des apprentissages. Alors le disc golf, c'est du golf avec un disque. Le principe, c'est d'aller sur un parcours, d'effectuer plusieurs trous en validant chaque trou avec un nombre minimum de lancers, avec des obstacles et des cibles de nature variée. Ce qui caractérise la forme de pratique que j'ai retenue, ce sont d'abord des aménagements sanitaires. Dans le premier objectif, d'éviter l'échange de matériel, par le fait d'utiliser un disque individuel donné aux élèves en début de leçon et repris en fin de leçon, désinfecté donc en amont et en aval de la leçon, numéroté sur les deux faces pour qu'on puisse le reconnaître facilement, et puis un usage du petit matériel, alors essayer d'utiliser le moins de matériel possible pour une utilisation uniquement du professeur. Le deuxième objectif de ces préconisations sanitaires, c'est de respecter bien entendu la distanciation physique, mais
mais en préservant les relations sociales et la communication entre élèves. Hein, donc ça se manifeste par un nombre maximum de 4 élèves par trou du parcours, par un sens et un timing de rotation d'un trou à l'autre qui est imposé par l'enseignant, et puis par ces petites zones de départ, hein, ces petites zones aménagées, un carré de 4 mètres carrés, hein, donc un carré de 2 mètres de côté, représenté par 4 bleus rouges. Alors c'est l'ère de début du parcours pour le lanceur, et c'est la possibilité pour ces 3 camarades qui l'accompagnent de se mettre à l'extérieur du carré, chacun sur un côté, donc qui ne fait pas face à l'aire de jeu. Donc ça permet la poursuite des échanges entre élèves, notamment sur le plan stratégique. Les aménagements sanitaires ne sauraient être suffisants dans la pratique de l'EPS aujourd'hui. Il va falloir aussi, après cette longue rupture de l'EPS en présentiel, penser aussi à remettre nos élèves dans une logique d'apprentissage, donc de réintroduire dans les formes de pratique qu'on va proposer, dans les formes de pratique aménagées qu'on va proposer, des procédures, voilà, qui permettent la poursuite ou d'entrer à nouveau dans une logique d'apprentissage. Je vais en présenter 3 que vous pourrez lire en détail dans la fiche, mais effectivement c'est l'utilisation d'un tableur qui marque le progrès entre les performances initiales et les performances du moment, et qui permettent effectivement de matérialiser l'intérêt de la répétition, voilà, tout au long de la pratique des élèves. C'est aussi la possibilité de découvrir puis de choisir pour les élèves différentes modalités de pratique, ceci afin de répondre à des motivations différentes, à des envies différentes, et d'engager le plus possible nos élèves dans l'activité. Donc on a retenu 3 formules et plusieurs formules de jeu autour de l'entraînement, de la coopération et de la compétition. Ces formules de jeu visent aussi donc le développement de la coopération au sein du groupe. Chacune des formules met en avant un résultat du groupe, le résultat du groupe, qui est dépendant des actions de tous les membres du groupe. Donc là, par l'interdépendance, on essaye de renforcer les relations coopératives et les communications entre élèves. Donc de reprendre aussi des relations sociales à des fins d'apprentissage. Je conclurai par le fait que les grandes lignes de cette démarche, présentées là en Ultimate et donc dans son aménagement de disc golf, sont adaptables bien entendu à un autre contexte d'enseignement, au collège ou au lycée, dès lors que l'activité est programmée sur un volume horaire suffisamment important pour que le réinvestissement des acquis soit possible, et puis transposable à d'autres sports collectifs. Et je pense notamment à la proposition qui est faite en basketball de All-Star Game. Je vous invite à aller voir, mais qui, sur le même principe d'ateliers visant des acquisitions techniques, sociales, méthodologiques, permettent d'être réinvestis ensuite quand nous pourrons réinvestir les sports collectifs. Je crois ne pas avoir dépassé le temps qui m'était imparti. Vous pourrez bien entendu poser vos questions pour la dernière demi-heure, et je laisse à Perrine le soin de faire la transition. Je vous remercie à tous de votre écoute. Merci beaucoup, Michael. Bon, effectivement, moi, je t'accordais le temps. On a limité à 5 minutes. Patrick, un peu plus dur à capter que 30 secondes étaient dépassées, mais entre nous, c'était parfait, Michael. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je vous invite vraiment à poser vos questions un peu plus spécifiques sur les dispositifs sur lesquels vous auriez besoin qu'on revienne dans la demi-heure après. Et donc, on va enchaîner avec Charlie Foncal du collège Robert. Oui, ça y est, c'est bon, Charlie, on t'entend. Donc, Charlie du collège Desnos d'Orly, qui nous présente un dispositif qui est relatif aux activités physiques artistiques, donc qui peut être commun à la danse et au cirque. Et Charlie, la parole est à toi. Alors merci Perrine pour cette présentation. Alors attendez, j'ai un petit problème avec mon PowerPoint. Voilà, ça devrait. Alors non. Moi je vois. Un partage de fichier. Activité artistique, si jamais j'essaye de te le placer. Ouais, si tu peux, parce que quand je clique, c'est celle de Mickaël qui se met en bas.
Et ton temps est décompté apparemment. Non. Allez, on reprend à zéro, top, départ. Charles Dimension Cal, sur les activités artistiques. Merci Kayen. Donc je vais vous présenter le dispositif symboliquement appelé dispositif Croix-Rouge, qui a été conçu pour l'enseignement des activités artistiques et qui pourra être exploité par exemple en danse et en art du cirque. Alors d'un point de vue du contexte, c'est un dispositif qui est à destination d'un large public puisqu'il peut balayer l'ensemble du parcours de formation des élèves de la 6e à la terminale. Concernant le type d'activité privilégiée au regard des besoins des élèves, nous proposons une focale sur d'une part l'activité fonctionnelle des élèves et d'autre part la dimension psychosociale. Pour le moment, ce dispositif s'organise en présentiel pour un effectif de maximum 15 élèves et pour un cours en extérieur et en gymnase lorsque ce sera possible. Alors, concernant les préconisations sanitaires d'ordre général, elles sont identiques aux autres activités sportives telles qu'elles ont été présentées en amont. En revanche, d'un point de vue plus spécifique, nous proposons d'inscrire le dispositif Croix-Rouge sur un temps long, qui peut aller jusqu'à une séquence, dans la mesure où son respect, sa mise en place en amont par l'enseignant nécessite des routines de fonctionnement, avec par exemple, au moment où les élèves entrent dans le lieu de pratique, la nécessité qu'ils aillent se placer dans l'espace scénique et dans la zone qui leur a été attribuée. Je vais à présent détailler l'aménagement didactique et pédagogique de ce dispositif. Donc ce dispositif dans l'ensemble des activités artistiques permet sous certaines conditions de répondre à un double enjeu. Faire réentrer les élèves dans un processus de création tout en respectant les conditions sanitaires. À ce titre, je vous invite à consulter les autres fiches rédigées dans le champ d'apprentissage numéro 3 qui sont pleinement complémentaires et compatibles avec le dispositif. Concrètement, le dispositif Croix-Rouge consiste à diviser l'espace scénique en 4 zones jusqu'à 3 x 3 mètres par zone, séparées par un couloir de 5 mètres. Ce couloir permet au seul enseignant de circuler avec son masque pour la régulation des élèves. Alors, vous pouvez voir sur la diapositive que sont accolés 4 espaces scéniques. Et ces 4 espaces scéniques sont également séparés par un couloir de 5 mètres, donc c'est les zones en jaune fluo. L'angle rouge de chaque zone permet aux élèves de communiquer pendant les phases de réflexion. Il est à noter que dans le cadre d'un groupe de 3, la croix peut être remplacée par un V, et donc permet de travailler d'autres types de formations en trio. Alors d'un point de vue des objets d'enseignement à présent, pouvant être sélectionnés dans ce dispositif Croix-Rouge, la proposition est faite autour de la fonction de communication des activités artistiques, avec un enjeu particulièrement fort puisque, comme on l'a dit, les élèves ont été éloignés pendant de longs mois, et le dispositif en lui-même impose une distanciation physique. Donc la réflexion sur ces objets d'enseignement a été la suivante: comment passer d'une contrainte forte liée à la distanciation physique à une ressource pour faire entrer les élèves dans un processus de création. Et donc cette réflexion, elle peut s'articuler autour de 3 leviers. Le premier levier que nous vous proposons est l'utilisation en synergie de 3 types de communication. Une communication corporelle entre danseurs, une communication verbale entre chorégraphes et une communication symbolique entre danseurs et spectateurs. Le second levier est le choix de thèmes qui peuvent servir d'inducteurs pour explorer des relations. À titre d'exemple, nous proposons les thèmes ensemble, côte à côte, mais aussi seul, ensemble. Et enfin, le troisième et dernier levier proposé est un travail spécifique sur les procédés de composition centrés sur les relations interpersonnelles. À titre d'exemple, pour travailler la communication spatiale en fonction de l'espace, les élèves pourraient se placer face à face ou dos à dos, mais aussi au regard d'action spatiale, se rapprocher versus s'éloigner. Bien évidemment, si ce dispositif peut être utilisé quel que soit le niveau de classe, la sélection des objets d'enseignement sera à spécifier au regard du niveau des élèves. Pour conclure la présentation de ce dispositif Croix-Rouge, l'enjeu est bel et bien ici de concilier distanciation physique et processus de création en amenant progressivement l'élève à renverser la vision de ces zones comme espace d'interdit
en espace de possible pour réinventer la relation à l'autre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Perrine. Merci beaucoup Charlie. Eh bien, je note bien sûr à chaque fois les questions. Ne soyez pas, n'hésitez pas pour ceux qui nous rejoindraient là de poser vos questions au fur et à mesure des présentations et on revient sur chacune des questions à l'issue de l'ensemble des présentations. On enchaîne la 4e activité avec Aurélie Fenrich du lycée général et technologique Pierre de Coubertin de Meaux. On fait une présentation en athlétisme et plus précisément sur la réathlétisation après cette période post-confinement et sur les courses. Aurélie, c'est à toi. Bonjour à toutes, merci Perrine. Donc l'idée de cette fiche, c'est de partir du constat que les élèves pendant 2 mois et demi, et pour certains comme les lycéens, on va compter le mois de juin et les 2 mois de vacances sans forcément avoir une activité particulière et régulière. Donc c'est une remise en forme et permettre aux élèves de reprendre une activité physique et pour nous les enseignants d'essayer d'identifier un petit peu l'état physique et leurs conditions physiques. Donc au niveau du contexte, c'est une fiche qui s'adresse à tous les élèves de la 6e à la terminale en adaptant bien évidemment les intensités, les parcours en fonction du public, avec une priorité sur le physiologique. Donc au niveau moteur, c'est essayer de redonner goût à l'effort progressif des élèves qui n'auront pas forcément fait beaucoup d'activités ou des activités peut-être à faible intensité. Et ensuite, au niveau travail, il y aura 2 parties dans cette réathlétisation, une partie plutôt cardio et une partie après travail d'atelier en coordination, agilité, tonicité, travail d'appui. Donc en fait, une remise en forme avec un petit côté aussi social où on essaye de coopérer ensemble, d'être à l'écoute des uns des autres. Donc la focale sera sur le développement de la motricité et l'entretien de sa santé et pas encore en fait sur le côté vraiment athlétique spécifique des disciplines athlétiques. C'est un passage pour moi je pense obligé avant toute reprise d'une activité quelle qu'elle soit. Donc l'idée sur les préconisations sanitaires, d'ordre général, on les a vues, donc elles ne changent pas. Au niveau de la réathlétisation et des parcours que je propose, l'idée vraiment à retenir, c'est que le professeur installe les ateliers et l'organisation matérielle en amont de la séance et que les élèves au cours de la séance ne touchent aucun matériel, même s'ils sont amenés à les faire tomber ou à les faire bouger. C'est l'enseignant qui manipule tout. On peut avoir une autre solution aussi, c'est de faire des marquages au sol pour éviter d'avoir cette problématique du matériel à déplacer et à installer. Au niveau de la proposition, la première partie, proposition plutôt cardio, donc c'est un type échauffement. Donc au niveau du dispositif, on placerait les élèves par 3, des groupes affinitaires plutôt. Comme vous le voyez sur le schéma, c'est 5 colonnes de 5 plots. Chaque élève a un plot déterminé au départ, avec des distanciations entre chaque colonne de 10 mètres. L'idée, c'est de travailler en aller-retour. On court 20 mètres. Chaque élève court, donc tous les élèves courent en même temps. Chaque élève court 20 mètres jusqu'au plot suivant. Arrivé à ce plot, ils ont un exercice sur 5 secondes que l'enseignant leur aura demandé. Et ces déplacements se font, ces 20 mètres doivent être faits pour un premier temps en 9 secondes. C'est l'équivalent d'une course à 8 km/h. Et donc en fait, vous avez tous vos élèves qui se déplacent en même temps, qui s'arrêtent en même temps, et en fait, il faut qu'ils soient au coup de sifflet, au plot demandé. Donc ils ont 2 déplacements de 20 mètres à faire, demi-tour, et à nouveau 2 déplacements à faire sur le retour. Donc vous pouvez varier la distance entre les plots pour varier la vitesse. Vous pouvez varier le nombre de répétitions, le nombre d'exercices statiques sur chaque plot. Et en fait, ce sera vous, au regard des caractéristiques de vos élèves et de leurs besoins, de pouvoir varier ces éléments-là. La deuxième partie, c'est plutôt au niveau des ateliers athlétiques que vous connaissez tous. Donc,
il n'y a rien qui est nouveau, c'est juste au niveau de l'organisation et du sens de déplacement de vos élèves pour respecter la distanciation entre eux qu'il faudra faire un peu plus attention. Donc sur le schéma, vous voyez qu'on marque des traits au sol au départ pour que les élèves dans leur zone d'attente soient bien espacés. Chaque atelier est distancié de 10 mètres pour pouvoir, sur le retour, quand ils reviennent, soit en marchant, soit en trottinant, suivant ce que vous voulez, il y ait suffisamment d'espace. Donc là, la proposition, c'est sur le premier atelier, faire des montées de genoux, le deuxième des talons-fesses, le troisième des appuis sur une échelle de latte, le quatrième des rivières en foulée bondissante et le dernier de course arrière. L'idée que vous pouvez avoir aussi, c'est sur ce même parcours, juste modifier quelques éléments du parcours pour changer d'atelier. Par exemple, sur un deuxième parcours, on pourrait proposer en atelier 1 des squat jump au-dessus des petits plots, ensuite jambes tendues sur les lamelles, montée de genoux sur le côté sur l'échelle de latte, travail de coordination cloche-pied, foulée bondissante sur le quatrième exercice et pas chassé sur le cinquième. Donc l'idée là, c'est vraiment une présentation d'organisation pour que vos élèves soient en activité et respectent les distanciations entre eux et travailler sur les appuis, sur la coordination et leur redonner des qualités physiques de base pour la suite. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup Aurélie. Alors, je vais reprendre donc les questions qui ont été posées effectivement depuis le début des présentations, à savoir que la première grande question, c'est celle du programme des webinaires parmi les ressources à disposition pour la reprise post-confinement et les ressources proposées par l'Académie de Créteil. Alors, moi, ce que je peux déjà vous dire, c'est que, et peut-être que Patrick me dira si je me trompe, mais le mercredi 10 juin, sont prévues une présentation d'un dispositif en badminton, en course d'orientation, en athlétisme et en gymnastique adaptée en aérobic. Du coup, en aérobic. Voilà pour le mercredi 10 juin, badminton, course d'orientation, athlétisme, aérobic. Le 17 juin, on a prévu une présentation de dispositifs en tennis de table, en ultimate, en yoga et en escalade. On a essayé d'équilibrer les activités de chaque champ, sachant que plus de fiches sont disponibles sur le site. Là, on a effectivement EPS Créteil, alias Johan Thomas Zauer, qui se cache derrière EPS Créteil, qui vous a précisé là dans le haut du chat, vous voyez des liens apparaître. EPS.ac Créteil, reprise EPS Créteil, le glide, des liens par rapport au glide, des liens par rapport à toutes les fiches qui se mettront en ligne, sachant que chaque collègue a préparé des dispositifs en fonction de ce qu'ils avaient comme connaissance de leurs moyens, tels que vous, ressources contraintes, mais que nécessairement avec la reprise, là déjà, ils sont en train de réajuster certaines choses. Parce que parfois on prévoit des dispositifs qui nécessitent des réadaptations. Donc voilà déjà pour cette question-là sur les webinaires. Ensuite, sur l'enregistrement, Patrick, Johan, si vous pouvez répondre par rapport à l'enregistrement là et au partage possible de ce qu'on est en train de présenter aujourd'hui et le 10 et le 17 juin. Oui, Perrine, pas de problème. Et effectivement, on avait pensé en premier lieu faire un enregistrement de tous les échanges et en fin de compte, la loi nous l'interdit. Donc en fait, ce que nous avons enregistré, ce que nous allons diffuser, c'est uniquement les présentations des collègues, mais nous ne pourrons pas diffuser les échanges. Voilà, parce que il aurait fallu que chacun des participants nous signe une décharge d'autorisation, etc., etc. Voilà, donc on restera sur l'enregistrement des interventions.
Ça marche, merci. Pour vous prévenir, je vais procéder par catégorie. On va commencer par des questions sur la continuité pédagogique en lien avec le parcours de formation de l'élève. Ensuite, on ira sur toutes les questions relatives à tout ce qui est protocole sanitaire, dispositif, hein, la réglementation, le cas de les mètres, la distanciation physique, les masques ou pas les masques. On va revenir là-dessus. On reviendra sur un point numérique. Et ensuite, il y a quelques questions seulement, vous pouvez en ajouter, telles que là la dernière sur chaque activité présentée, pour vous prévenir. Donc on va démarrer là-dessus. Les présentateurs d'aujourd'hui, si quelqu'un veut bien se lancer, la première question qui se pose, c'est comment est-ce que chacun de nos dispositifs permet, en tout cas les vôtres, permettent de répondre et de relier au parcours de formation de l'élève, en tout cas pour cette année. Et puis, on va déjà répondre pour cette année. Voilà, si quelqu'un peut prendre la parole, comment relier continuité pédagogique et parcours de formation de l'élève, programmation, évaluation. Mickaël, je te propose de prendre la parole puisque c'était un petit peu au cœur de la démarche proposée. Alors, dans le cadre d'un parcours de formation en Ultimate, effectivement, les élèves de l'Ultimate, dans le cycle 4, sur 3 séquences, de la 5e à la 3e, et il est suite à la proscription des activités collectives, hein, donc il est intéressant de continuer les acquisitions visées par ce parcours de formation dans une forme de pratique qui n'est pas un sport collectif, qui n'est pas forcément un affrontement direct sur un terrain, dans un espace interpénétré où on partage un même disque ou un même ballon, hein, pour les autres sports collectifs, mais qui vont développer effectivement une motricité de joueurs, qui vont développer des relations entre les membres d'un même groupe et d'une même équipe, et qui vont développer aussi une pratique en auto-arbitrage du règlement de l'activité. Donc effectivement, la continuité, elle passe par des aménagements temporaires qui permettront une poursuite au fur et à mesure des séquences qui sont déjà programmées, hein, que ce soit cette année ou l'année suivante. Je ne sais pas si je préfère. Ouais, merci. J'ai peut-être oublié la question en cours de route. Non, c'est bien, tu nous as donné des pistes. Merci. Juliette. Oui, alors je voulais répondre par rapport au STEP, dans quelle mesure la proposition là, peut s'inscrire dans un parcours de formation. Eh bien, en fait, ça peut s'inscrire à différents niveaux parce que, comme vous avez pu le voir peut-être dans la fiche qui est proposée, on peut envisager le STEP à travers le filtre soit du CA3, soit du CA5. Donc, ce que je vous ai proposé, c'était plutôt à travers le filtre du CA5 pour nos élèves au lycée. Et dans ce cadre-là, il me semble plus judicieux de l'envisager après que les élèves aient déjà vécu une séquence pour qu'ils puissent être en mesure de réaliser les séances qui vont être proposées, séances d'entraînement. Donc ça suppose qu'au préalable, ils ont déjà vécu la séquence avec toute la démarche du CA5, d'expérimentation, d'ajustement des séances proposées avec différents paramètres, aussi dans l'activité sur les paramètres, mais ils ont déjà construit leur bloc qui leur permet de rentrer dans ce énergétique relatif à l'entraînement. Et si on l'envisage à travers le filtre du CA3, on peut travailler avec les ressources numériques dont on a parlé, qui sont en ligne, STEP EPS et STEP chorégraphie, qui permettraient à la fois aux élèves de construire des enchaînements. Donc c'est tout à fait envisageable avec l'organisation spatiale dont on a parlé, que chaque élève, même en doublette, hein, ou en binôme avec leurs partenaires dans l'espace à proximité, qu'ils construisent un enchaînement avec des pas de base, donc qui pourrait être donc une étape dans le cadre du CA3 ou alors une étape préliminaire dans un début de séquence du CA5. Donc on peut vraiment envisager cette organisation hybride originale, on peut l'envisager à différentes étapes du parcours de formation. Merci. Les collègues, si vous avez besoin... Je vous invite aussi à lever la main. Vous voyez un petit bonhomme qui vous permet de lever la main. Et ça, c'est bon pour tous ceux qui assistent là. Si vous avez une question aussi à poser, c'est possible dans cet ordre-là. Alors, Charlie, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? J'ai juste quelque chose à ajouter par rapport à ce que les collègues ont déjà dit, c'est que l'ensemble des fiches qui sont proposées ont un ancrage par rapport au programme. Et donc le lien avec les attendus de fin de cycle et les attendus de fin de lycée est toujours en relation avec la proposition. Ce qui permet d'inscrire
les propositions dans le cadre du parcours de formation des élèves. Donc de ce point de vue-là, on est dans la continuité de ce qui a été proposé, même si pour certaines activités, les aménagements nécessitent momentanément de différer certaines acquisitions. Oui, tout à fait. Merci de le préciser. Mickaël, pendant qu'on est sur ce thème, et comme il y a une question qui te concerne plus particulièrement, est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes envisageables pour ne pas que l'activité de l'enseignant soit uniquement mobilisée par la nécessité de faire respecter les gestes barrières, mais qu'elle puisse également permettre le guidage et la régulation des apprentissages des élèves, certes dans des conditions inédites, à travers ta proposition par exemple. Je ne fais que lire la question de notre collègue. Oui, c'est une très bonne question d'un très bon collègue. Effectivement, au-delà de l'aménagement matériel qui permet de répartir les élèves et d'avoir un cadrage visuel très simple pour l'enseignant, effectivement, du respect des distanciations physiques, c'est donc la possibilité d'entrer ensuite donc, dans des phases d'accompagnement, groupe par groupe, sur de la régulation technique, de la régulation aussi de compréhension des apprentissages. On a aussi la notion d'affichage peut-être à mettre en avant, j'en ai pas beaucoup parlé, mais effectivement un affichage en format A3 plutôt dans la zone enseignant, là où on va regrouper les élèves pour prendre note effectivement des différentes formules de jeu, pour prendre note effectivement de ce tableur qui valorise le progrès et puis des objectifs individualisés. Un élève va avoir pour objectif effectivement peut-être de s'améliorer sur un trou en particulier et donc sur le coût technique ou alors comment je dirais l'adaptation stratégique que ce trou impose. Et puis on peut envisager aussi de la co-animation, puisque sur un espace là de la taille d'un terrain de football et l'aménagement des 6 trous qui est proposé, on peut y mettre donc jusqu'à 24 élèves avec quelques ateliers de délestage ou de consignation du score sur la tablette numérique. On peut effectivement faire entrer 2 groupes restreints. Donc là on peut entrer dans un processus aussi de co-animation qui facilite effectivement l'accompagnement des élèves. On peut penser effectivement à un enseignant qui va guider l'échauffement pendant que l'autre gère le matériel, à un enseignant qui va procéder au recueil des données pendant que l'autre va accompagner les élèves groupe par groupe sur le champ de pratique. Voilà celles qui me viennent en tête pour le moment, mais effectivement co-animation, affichage et puis organisation spatiale seraient voilà les 3 pistes principales de possibilité de l'accompagnement d'enseignants. Merci, c'est noté. Tant qu'on est avec toi, la différence que vous faites, Joël et toi, entre là aujourd'hui le disque golf et Joël et Vincent qui nous présentent l'Ultimate la prochaine fois lors de le mercredi 17 juin. Quelle différence? Parce que j'ai renvoyé les collègues effectivement vers une autre fiche un petit peu alors de basketball décontextualisé à travers la pratique du All-Star Game. Mes collègues, donc Vincent Rusquet et Joël Andréani, proposent une deuxième forme de pratique qui tend à viser les apprentissages du parcours de formation d'Ultimate, qui est la poursuite et qui là cible un investissement beaucoup plus énergétique. Là où on est sur un pôle vraiment technique et social privilégié dans la formule du disc golf, on va être beaucoup plus sur une formule qui va valoriser aussi le développement et la reconquête, on va dire, d'une condition physique en cette période de reprise d'activité. Même si on a essayé avec nos élèves en distanciel effectivement de les accompagner du mieux possible, le temps présentiel sera quand même bien plus riche pour être sûr de s'adresser à tous sur cette thématique-là. D'accord, merci. Et puis comment est matérialisée la cible? J'en profite, comme on est avec Mickaël, pour finalement un peu inverser l'ordre prévu, mais tant qu'à faire, comment est matérialisée la cible, le trou, donc sur votre proposition, votre dispositif? Alors, je vais ouvrir, du coup je vais repasser à mon petit schéma et la proposition, encore une fois, tout ce qu'on affiche ici ne sont que des propositions visant à être inspirantes. Mais sur l'ensemble donc d'un parcours, les cibles d'arrivée peuvent être différentes. On peut voir sur le trou numéro 1 par exemple une zone matérialisée par 4 plots jaunes dont la taille peut différer effectivement selon l'objectif. Le trou numéro 1, on suit un couloir entre 2 lignes, donc là on est plutôt sur des lancers de précision qui vont favoriser l'organisation motrice pour lancer dans une direction donnée et puis atteindre cette cible au sol. Donc c'est un carré voilà, de 4 plots jaunes au sol.
On a aussi utilisé le matériel, le mobilier sportif et le mobilier urbain. On va pouvoir créer des cibles avec le but de football, les poteaux de football américain, donc pour créer des lancers de plus en plus planants ou des lancers avec des incidences. On voit par exemple sur le trou numéro 4 qu'il s'agit d'atteindre une zone intermédiaire, donc tracée par les petits pointillés jaunes, et de cette zone intermédiaire, de lancer le disque directement dans le but, ce qui nécessite l'utilisation effectivement d'un lancer avec une incidence. On peut détourner aussi le matériel urbain comme un grand réverbère pour le contourner ou comme sur le trou numéro 3 l'utilisation d'un container comme cible à toucher voilà, en précision. Donc voilà quelques exemples, quelques possibilités, donc des cibles verticales, des cibles horizontales, des cibles à toucher, des obstacles à contourner. Super, merci pour ces précisions. Donc les collègues, j'imagine que vous entendez comme moi que c'est un dispositif qui permet de s'adapter, en tout cas d'être adapté en fonction de vos contraintes. Si comme Mickaël, vous n'avez pas la chance d'avoir un immense stade, j'entends que dans sa propre cour ou en milieu urbain, ça pourrait même être adaptable. Voilà, c'est transposable en tout cas. Et pour étendre le caractère généralisable de la démarche, effectivement, on peut remplacer le mot trou d'un parcours par des ateliers. C'est ce qui est proposé notamment dans le All-Star Game en basket. Donc l'idée, c'est de sortir effectivement du match de Sport-Co, qu'on ne peut pas faire encore, pour aller vers des ateliers, voilà, pour revenir ensuite vers des solutions, des formes de pratique collectives et interpénétrées. Merci, c'est vrai que sur le champ 4, ça a été très délicat, effectivement, quand on voit le texte qui réglemente la reprise de l'éducation physique et l'interdiction des jeux de ballon et de sport de contact et de sport collectif, ça fait effectivement partie de ce qui est le plus, de ce qui questionne le plus pour la proposition de dispositifs dans ces activités. Là, les collègues du champ 4 se sont risqués, entre guillemets, sont proposés de trouver quand même des solutions pour au moins contribuer à ces activités-là. Et même si on ne la présente pas, la fiche du All-Star Game est disponible sur le site académique et c'est effectivement un dispositif qu'on trouve novateur et réalisé par l'équipe de Joricen à Drancy et représenté ici par Mélanie Avis et Elisabeth Membron. Pour citer les collègues de la relecture des collègues ici présents. Alors, bonne question de Francis sur le champ. J'imagine que cette question-là, elle est plus sur le disque golf, champ 2, champ 4. En tout cas, quel que soit le champ, quelle est la priorité? Comme je le disais tout à l'heure, on est dans une contribution à des aspects du champ 4, c'est pour ça que Mickaël et ses relecteurs relient la proposition aux attendus de fin de cycle de ce champ. Pour autant, effectivement, je ne sais pas, Mickaël, là, je ne m'avancerai pas plus. Moi, ça ne me choque pas de se dire qu'on peut contribuer quelque part à un deuxième champ. Ouais, mais bon, après, ça c'était... Oui, c'est une proposition, on peut dire quelque part un peu osée, sortir du champ 4, utiliser une activité du champ 2 pour revenir dans le champ 4, ça c'est sur un aspect culturel. Maintenant, sur un aspect moteur, un aspect méthodologique et social, on a bien ciblé des acquisitions, des connaissances, des capacités, des attitudes qui sont bien propres au parcours de formation d'Ultimate et qui pourront donc être développées et réinvesties ensuite dans un contexte culturel de l'Ultimate, dès lors que la pratique des sports collectifs sera faite dans nos séquences. On n'hésite pas, je prends du handball, on n'hésite pas à sortir les élèves d'une forme de jeu collective et d'un affrontement sous forme de match, de les sortir de là pour faire un atelier et enrichir leur motricité, de faire un atelier de tir en course pour ensuite être meilleur dans effectivement un projet de jeu visant la montée de balle rapide. Donc là, le principe est le même, peut-être effectivement de manière un peu osée. On va sortir de la culture originelle et originale du champ 4 pour aller vers une activité un peu plus atypique et y revenir par la suite. En effet, merci Mickaël. Alors on a une question après qui sera plus orientée pour Aurélie, mais juste avant, Patrick, je te donne la parole. Oui, moi j'aurais aimé poser une question aux collègues, alors répond qui veut. Moi je me posais la question de savoir en quoi et comment on pouvait, dans le cadre de ces adaptations pratiques
contraintes par les consignes sanitaires, en quoi on pouvait se préserver de rester dans l'ADN de l'activité. C'est-à-dire que j'imagine que, par exemple, en CA4, mais peut-être ailleurs aussi, les collègues vont être amenés à aménager, par exemple, le règlement. Comment aménager le règlement pour justement répondre aux contraintes, comment aménager le règlement sans dérive et tout en restant dans le champ et dans l'ADN de l'activité. Qui veut répondre à ça? Pas forcément Michael. Bah, c'est vrai que ça peut. Enfin, justement, si jamais Aurélie, je te préviens, la prochaine question est pour toi si tu as déjà des pistes là-dessus. C'est vrai que ça me fait penser à toute situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Donc, toutes ces adaptations, c'est ce qui fait aussi le cœur de notre métier. Adaptation, c'est le maître mot. Alors, moi, en plus, par rapport à la fiche que je vous ai présentée sur la réathlétisation, effectivement, par rapport aux activités du champ 1, où on cherche à réaliser une performance maximale, la réathlétisation, on n'y est pas. Mais par contre, on est dans les attendus de fin de cycle, par exemple au collège, sur le s'échauffer avant un effort, sur les AFL, s'entraîner individuellement et collectivement. Donc, on est quand même dans des éléments du champ, même si pour le moment, avec, justement, c'est une remise en forme, donc c'est une première étape, une reprise, pour être le plus performant possible après dans le champ et viser une performance à réaliser. Donc par rapport à la question de Patrick, voilà, c'est une étape en tout cas dans la présentation de cette fiche-là pour pouvoir, et je pense qu'elle existe quand même dans le champ 1, parce que justement on prépare de futures performances, mais avant il faut remettre l'état physique et les conditions physiques de nos élèves à un niveau acceptable pour tous, pour qu'il y ait éviter les blessures et autres problèmes. Oui, c'est ça justement. Après, ce sera ton avis à toi. Il y a peut-être autant d'avis que possible. Les collègues d'ailleurs qui assistent, vous êtes aussi les bienvenus pour vous aussi partager et échanger sur ce que vous avez réfléchi dans vos équipes. En tout cas, pour toi, Aurélie, quelles incidences d'un confinement pour des élèves qui n'auraient pas pu du tout pratiquer? Est-ce que tu aurais des conseils pour redémarrer s'il y avait vraiment quelque chose à faire en premier lieu dans l'idéal, hein, j'entends? C'est une vaste question et de nombreuses réponses. Non, c'est après tout dépend de vraiment si on n'a rien fait du tout. Il faut recommencer par le plus simple, la marche, et après augmenter progressivement les durées, alterner de la marche et de la course, retravailler musculairement aussi et ressolliciter musculairement le corps avec des petits renforcements, un travail sur les appuis, sur le gainage, pour remettre ce corps au niveau, d'avoir les conditions nécessaires pour pouvoir pratiquer une activité physique telle qu'elle soit. Donc retrouver un tonus, retrouver un goût d'effort aussi, parce que si on n'a rien fait pendant un certain temps, reprendre des repères sur soi et sur ces sensations que l'on éprouve à l'effort. Et c'est vrai que le début, il faut vraiment être plus à l'écoute encore des réponses de son corps face à un effort physique. Je voudrais rebondir simplement sur les propos d'Aurélie, parce que c'est valable à mon avis pour toutes les activités. On a très peu parlé en début de ce premier webinaire du diagnostic à opérer auprès de nos élèves, parce que on a parlé d'un état psychologique, physique, etc. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement attentif de l'état dans lequel on récupère nos élèves, et pas seulement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue moral et psychologique. Et ça, je pense que c'est très important. Alors, je disais tout à l'heure que à la fois nous-mêmes, on était plus ou moins affectés psychologiquement par cette période extrêmement compliquée, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et je voudrais aussi dire qu'il me semble, et je ne sais pas, c'est moins apparu dans les présentations, mais c'est bien évidemment compris par l'ensemble des propositions. Dans cette EPS qui s'adapte aux contraintes sanitaires, je ne vois pas comment
on peut faire l'économie de mettre également dans les contenus d'enseignement tout ce qui concerne les gestes barrières. Je sais que, par exemple, la semaine prochaine, Vincent et Joël vont présenter également quelque chose et ils ont des capsules vidéo qui montrent que, en fait, dans une première séquence d'activité, les élèves ont rapidement dévissé et se sont rapidement agglomérés, etc. Et donc, quelque part, faut toujours garder à l'esprit que voilà, ces fameuses contraintes sanitaires font partie, dans un temps particulier en tout cas, des contenus d'enseignement. On peut pas les zapper en tout cas. Oui, merci. Effectivement, avec les remarques de Pascal Gaduel, oui, ne pas perdre de vue l'essentiel. Et maintenant, j'avais une question aussi plus par rapport à l'intervention de... Oh pardon, il y a Juliette qui souhaite prendre la parole. D'accord, je te passe la parole, Juliette. Et ensuite, Charlie, j'aurais une question pour toi. Oui, merci Perrine. En fait, je voulais rebondir sur ce que disait Aurélie pour aller tout à fait dans son sens et dans le sens de ce qu'on vient de dire à travers les différentes activités qui ont été proposées dans l'application Mon entraînement à la maison, qu'on a pu proposer dans le cadre du confinement pour nos élèves. Alors, on n'a aucun retour sur le fait qu'ils aient pu s'approprier ce qu'on a proposé, mais en tout cas, on espère au moins que certains ont pu aller voir toute cette variété de propositions qu'on a pu leur faire. Et je suis aussi d'accord avec Joël pour dire que c'est important qu'ils revivent ces émotions, mais je pense que c'est important qu'ils revivent des émotions positives en EPS qui leur donnent envie de reprendre et de se reconnecter à ce goût à l'effort dont on parle. Et à ce sujet, je voulais vous rappeler que dans ce qu'on a fait comme proposition sur l'application, de manière très modeste, on a fait une proposition de flash mob à travers les différentes chorégraphies en Zumba qui sont pas du tout l'ambition d'avoir une complexité de mouvements qu'on pourrait trouver en proposant de la danse, mais ce sont bien des chorégraphies qui sont accessibles à tout le monde. Et je pense en particulier à nos élèves, à nos filles, qui, on le sait, d'une manière générale, sont les moins enclines à faire un effort, sont les plus éloignées de la pratique sportive. Il me semble que dans ce contexte-là, pour avoir eu des retours de certaines élèves, les séries Netflix les ont beaucoup plus attirées que les séries de CrossFit qu'on a pu leur proposer. Donc je me dis, si on peut arriver à les reconnecter à quelque chose de positif, avec ces chorégraphies qui sont très modestes, encore une fois, dans la complexité, c'est peut-être voilà, une porte d'entrée qu'on peut leur proposer avec des émotions positives. Je reviens là-dessus, de même qu'après, ça sera des émotions qui seront liées à l'opposition. Mais voilà, c'était vraiment dans l'idée de s'adapter à ce contexte particulier où l'objectif, c'est vraiment de redonner à nos élèves l'envie de pratiquer. Voilà. Merci Juliette. En effet, il nous reste 10 minutes, donc il y a quelques questions qui restaient que j'avais pris en note, donc n'hésitez pas les collègues si d'autres éléments vous reviennent. Charlie, on avait par rapport au champ 3 une question relative notamment au thème que tu as choisi, comment est-ce que tu les envisageais, si tu as rencontré un petit peu les collègues qui seraient partants pour relancer une activité pratique auprès des élèves, que ce soit en cirque ou en danse. Ces thèmes-là peuvent être... voilà. Comment est-ce que tu nous les expliques? Comment est-ce que tu nous les choisis? Alors, comme il a été dit, l'objectif est de recréer du lien entre les élèves et donc, en fait, le choix des thèmes sont véritablement des inducteurs qui vont permettre aux élèves de justement créer du partage. Alors, du partage dans l'idée de brainstorming où ils vont devoir réfléchir sur quels sont les thèmes, à quoi ça leur fait penser et du coup à quels paramètres du mouvement ils peuvent se référer, à quel procédé de composition ils peuvent se référer. Donc véritablement les thèmes ne sont pas choisis au hasard mais permettent d'une part de recréer du lien et d'autre part d'utiliser ce dispositif qui de par lui-même contraint les élèves à la distanciation. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais le choix des thèmes, en tout cas, est très important par rapport à cela. Oui, c'est pas anodin. Tu peux juste nous les rappeler? Il y en avait 2, 3. Oui, alors, ce qu'on a dit, c'était ensemble. Excusez-moi, je retrouve ma fiche. Je vais y arriver. Ensemble côte à côte et seul ensemble. Bien évidemment, ce ne sont que des exemples.
bien évidemment, il y a d'autres thèmes qui pourraient être convoqués. Et justement, ce sera l'occasion d'avoir des diversités de propositions chez nos élèves. Oui, alors Francis, tu réagissais sur ensemble. À titre personnel, seul ensemble, c'est un titre que moi je trouve très accrocheur. Seul en commun, pourquoi pas? Oui, écoutez, commun, c'est qui est partagé avec d'autres. Donc on peut se dire que l'espace scénique partagé avec d'autres, on va être plutôt sur un des paramètres du mouvement qui est celui de l'espace. Et ensemble, c'est l'un avec l'autre. Donc on sera plutôt sur des procédés de composition, d'unisson, de questions-réponses. Mais du coup, peut-être qu'on rentre un petit peu trop là de manière spécifique, mais l'idée à retenir, c'est qu'en fonction des niveaux de classe, justement, cette déclinaison des thèmes, elle va être intéressante. Peut-être que pour des élèves de cycle 3, il n'y aura pas vraiment ils ne font pas cette distinction entre ces deux termes. En revanche, effectivement, pour des élèves en lycée qui ont déjà du vécu dans le champ d'apprentissage numéro 3, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant justement de se centrer sur ces différences. Merci Charlie. Juste pour une dernière précision, parce qu'on ne représentera pas d'activité artistique sur le prochain webinaire, sur le site, vous avez également 2 fiches qui concernent la danse et le cirque, sur des propositions hybrides entre présentiel et distanciel. Et alors, pour orienter le lycée et la validation des AFL, pas des AFL, oui. Ça. Et voilà, donc j'ai une dernière question, d'ailleurs ça fera transition avec la conclusion de Patrick. La dernière question, c'est un récapitulatif, on va dire, sur tout ce qui est plutôt donc protocole sanitaire, hein. Vous avez reposé des questions, besoin de précision, argumentation auprès de vos chefs peut-être sur le matériel, sur la distanciation, hein, le fait que, alors il y a quelques réponses qui ont été données sur la distanciation, effectivement, 4 mètres carrés par élève à l'arrêt, oui, 5 marches du moment où il y a de l'activité, 5 mètres, pardon, du moment où il y a de l'activité, c'est pour ça qu'en step, et bien on a, et en danse notamment, des espaces de 5 mètres où l'élève est au centre, 10 mètres quand on est sur de la course. Donc effectivement, le masque, il est obligatoire sur les temps de trajet, les temps dans la cour, en récréation, etc. Mais dans l'activité physique, non, si la distanciation physique est respectée. Donc c'est bien ça. Je laisse Patrick garant de cette précision que le texte précise. Et puis je te laisse conclure. Monsieur Patrick Dumont. J'arrive, tu me prends de court parce qu'il restait 5 minutes. Donc, je voudrais pas non plus... voilà, si jamais il y avait d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Ah oui, pardon, moi j'avais fait le tour de ce qui était venu, notamment par rapport à ce dispositif, au protocole sanitaire. Les collègues, si on n'a pas répondu à l'ensemble de vos inquiétudes, n'hésitez pas à poser vos questions. Profitez-en, les inspecteurs sont là. Je veux bien prendre la parole pour repréciser par rapport éventuellement au dispositif Croix-Rouge. Ce qui est vraiment important, c'est qu'en amont, les élèves sachent dans quel espace scénique ils doivent se rendre et dans quelle zone ils doivent se rendre. Donc, par exemple, quelque chose qui pourrait être mis en place, c'est un tableau à l'entrée de l'endroit de la pratique pour répartir justement les élèves, puisque une fois qu'ils sont dans leur zone, ils auront le droit de retirer leur masque, et donc à partir de ce moment-là, il n'est plus possible de circuler pour eux en dehors de leur zone. Donc c'est pour cette raison que l'idée d'un temps long de la mise en place de ce dispositif sur une séquence nous paraît indispensable, puisque la création de routines sera bien évidemment à envisager. Et d'ailleurs, les autres collègues, est-ce que vous avez un protocole à nous partager? Il y avait une question notamment sur comment est-ce qu'on s'organise, vous en tout cas par exemple, sur tout ce qui est désinfection du matériel. J'essaie de retrouver la question. Oui, c'est ça, désinfection du matériel, cette organisation-là, le nombre de ballons, s'il y a ballon, même si, ou disques, ou là les chronomètres. Si vous avez quoi que ce soit que vous conseillez à donner. Par les disques, je veux bien prendre la parole. Mais effectivement, alors, les recommandations sanitaires vont prendre une certaine partie du temps du cours de PS. Et
de la leçon de PS. Ça, c'est évident. Quand on parle de désinfection, est-ce qu'elle se fait quand, par exemple, pour les disques, quand les élèves ont rendu le disque sur place avec des lingettes nettoyantes? Est-ce qu'elle se fait en mettant dans un sac, on va dire, de matériel potentiellement contaminé pour ensuite assurer la décontamination au collège? Donc tout ça, ça s'anticipe, et tout ça, effectivement, ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être les précautions les plus simples sur lesquelles veiller, c'est d'avoir quand même un matériel de désinfection nomade qui va nous suivre tout au long de la leçon, effectivement, à l'extérieur de l'établissement, pour pouvoir assurer le nettoyage des mains, peut-être s'il ne peut pas se faire à l'intérieur d'établissement quand on accueille nos élèves pour un cours de PS, ou quand on revient avec nos élèves de PS dans l'établissement. Donc ça, c'est ce qui se fait sur les entrées et sorties de salle de classe. C'est ce qui doit effectivement se faire aussi sur les entrées et sorties de la leçon de PS et du cours de PS. Donc un matériel de désinfection nomade, et puis bien anticiper ce temps qui va être pris et ce moment qui va être pris dans la leçon, voilà, pour gérer le matériel, pour gérer éventuellement aussi la restitution du matériel. Voilà. Merci Michael, merci Perrine. Je vais maintenant conclure cette première session en vous disant que voilà, on va donc avoir, comme on vous l'a dit tout à l'heure, 3 webinaires au total. À chaque fois 4 fiches vont vous être proposées, ça fera en tout 16. Vous allez pouvoir retrouver sur le site un certain nombre d'autres fiches, puisque on en aura plus de 20 à vous proposer. Je crois qu'il y en aura presque 25. Alors, pour vous dire que ces fiches-là ont été écrites dans notre contexte actuel, c'est-à-dire que les collègues ont bien pris conscience que ces fiches-là n'étaient que temporaires. Mon collègue Francis nous faisait part effectivement d'un assouplissement à venir quant aux contraintes. C'est fortement à prévoir, puisqu'on voit bien que le virus perd de la virulence tous les jours, et que bon, très prochainement, ça va sans doute se détendre. Ce qui veut dire que les fiches, en l'état, les auteurs ont accepté de les faire évoluer en fonction des contraintes, donc des nouvelles contraintes qui vont apparaître, sans doute dans le sens d'un assouplissement, comme je le disais. Et donc vraiment, je vous invite à aller voir donc l'ensemble de ces fiches sur le site, parce que d'abord, vous avez pu le constater comme moi, c'est un travail extrêmement riche. Et moi, je voudrais vraiment, au nom de l'inspection pédagogique, remercier toute l'équipe des collègues qui ont voulu travailler en un temps extrêmement court, des collègues qui ont été très réactifs, parce que derrière, il a fallu mettre en place, comme je le disais, un comité de relecture pour que tout ce qui paraît sur le site et tout ce qui va être présenté soit relu par un grand nombre de collègues et partagé par des collègues entre guillemets non spécialistes. Voilà, donc je voudrais vraiment vous donner rendez-vous sur le prochain, c'est bientôt, hein, c'est dans 5 jours, puisque le 10, on remet donc une couche avec le webinaire 2, et le 17 pour le dernier. Vraiment, encore une fois, merci à tous. J'espère que ça vous aura permis une forme d'éclairage, et puis sachez que toute l'équipe des enseignants, des formateurs et des inspecteurs, on est derrière vous, parce que voilà, on vit un temps un petit peu extraordinaire, mais vivons-le ensemble et ça va passer. Merci à tous, à très bientôt.